10 décembre 2000, 6:15h45, 3300 m d'altitude, Mont Hood, Oregon. Un alpiniste téléphone à sa femme à Dallas, Texas, à plus de 3200 km. Le froid de la grotte traverse sa veste et son épaule droite lui fait très mal. Chaque fois qu'il change de position, ses doigts commencent à s'engourdir. « J'ai froid », dit-il, mouillé et faible. Devant l'entrée de la grotte, le vent souffle à plus de 160 km/h. Ses deux compagnons ont quitté la grotte il y a plusieurs jours pour chercher de l'aide dans la tempête, mais ne sont pas revenus. Il y a 3 nuits, il était au chaud près d'un feu dans une cabane. Désormais piégé seul dans une grotte de neige, il attend une aide qui n'arrivera jamais. Qui est cet alpiniste? Et comment une décision qui semblait relever du bon sens l'a-t-elle laissé piéger dans une grotte de neige? Tandis que sa femme écoutait, impuissante, du feu chaleureux qui a coûté 2 heures à la tempête, qui a tué 18 personnes jusqu'au geste silencieux qui briserait le cœur d'une nation. C'est l'histoire de 3 amis et des choix qui ont scellé leur destin à tous. Ces alpinistes se sont déjà morts et ils le savent. Bienvenue dans l'extrême. En juin 2000, 3 hommes faisaient des expéditions séparées sur le mont Rainier. Mais lorsqu'ils se sont croisés sur ce sommet de 4400 mètres, quelque chose s'est passé. En quelques heures, ils avaient donc créé ce que leur famille appellerait plus tard un lien instantané. En quelques mois, ils échangeaient des emails, planifiaient sans cesse des ascensions, partageaient leur foi chrétienne et rêvaient des montagnes à gravir ensemble. Aucun ne soupçonnait que ce lien les plongerait dans une tempête sans issue. Le premier était Kelly James. Il avait 48 ans, architecte paysagiste à Dallas, dont les créations étaient parues dans des magazines comme Metropolitan Home et Better Homes and Gardens. Il avait les cheveux jusqu'aux épaules, adorait les Beatles et avait passé 6 ans à transformer sa maison des années 1970 en ce que ses amis appelaient un chef-d'œuvre ultra-moderne. Mais la vraie passion de Kelly n'était pas l'architecture, mais la montagne. Elle adorait l'alpinisme. Il avait plus de 25 ans d'expérience en escalade. Il avait gravi le Denali, l'Eiger, l'Alpamayo au Pérou et réalisé plus de 20 ascensions du mont Rainier. C'est lors d'une de ces ascensions qu'il a demandé Karen en mariage, en la faisant asseoir sur un rocher et en lui demandant ce qu'elle comptait faire pour le reste de sa vie. Son frère Frank disait que Kelly avait un côté Willie Nelson, indépendant, déterminé et fier d'être texan. Ses amis disaient qu'il grimpait pour se rapprocher de Dieu et bientôt la montagne testerait sa foi. Le deuxième alpiniste, Brian Hall, 37 ans, était un entraîneur personnel élu meilleur de Dallas par la presse locale. Il dirigeait un centre de remise en forme et inspirait tous ceux autour de lui à travailler plus dur. Brian se distinguait surtout par son cœur. Il entraînait une équipe féminine de football et donnait des noms aux rhinocéros morts. Il était bénévole chez Habitat pour l'Humanité, construisant des maisons le week-end pour des familles démunies. Et il avait un rêve qui motivait tout ce qu'il faisait. Il voulait atteindre le sommet du mont Everest. Brian connaissait la montagne. Il savait comment rester en sécurité. Et le mont Hood était un entraînement pour l'Everest, une étape de plus vers l'objectif qu'il poursuivait depuis des années. Le troisième alpiniste était Jerry Nico Cook. Il avait 36 ans et son histoire était du genre qui n'arrive qu'en Amérique. Nico a grandi dans un sous-sol à Chinatown. Sa mère, immigrée coréenne, travaillait en salon de manucure pour subvenir aux besoins de son fils. Grâce à sa détermination, Nico est passé de ce sous-sol à Wall Street, où il est devenu avocat. Lorsque ces 3 hommes se sont croisés sur le mont Rainier ce juin-là, ils ont tout de suite perçu quelque chose chez les autres. 3 alpinistes chrétiens peu conventionnels, passionnés de montagne et de dépassement, voyant l'escalade comme une expérience presque spirituelle, toujours pratiquée en sécurité. Ils ont échangé leurs coordonnées au sommet et en quelques mois, ils n'étaient plus de simples connaissances d'escalade, mais des amis. Des amis sincères avec qui parler vie, foi, rêve, pas seulement matériel ou itinéraire. Bientôt, leur amitié serait mise à l'épreuve d'une façon inattendue. En décembre, ils étaient prêts pour leur prochaine ascension. Le mont Hood, sommet le plus élevé de l'Oregon, atteint 3426 mètres. Maintenant, 3426 mètres, ça ne semble peut-être pas si impressionnant. Ce n'est rien face à l'Everest, ni même dans le top 50 mondial des sommets. Mais voici ce qu'il faut savoir sur le mont Hood. C'est l'une des montagnes les plus escaladées d'Amérique du Nord et elle cause des morts chaque année. La montagne se trouve dans la chaîne des Cascades et par temps clair, ce volcan massif recouvert de neige semble presque trop parfait pour être réel. De loin, le mont Hood paraît calme. C'est le mensonge auquel chaque alpiniste croit avant d'y mettre les pieds.
Chaque année, des milliers de personnes atteignent son sommet par l'itinéraire classique du versant sud. Il est suffisamment technique pour représenter un défi, mais assez accessible pour que les alpinistes expérimentés le considèrent comme un terrain d'entraînement pour des sommets plus élevés. Mais l'itinéraire nord que Kelly, Brian et Nico envisageaient, c'est une autre montagne. La face nord, c'est 750 mètres d'escalade sur glace difficile avec des pentes jusqu'à 60 degrés. Elle nécessite des crampons, des piolets, des cordes et de véritables compétences d'alpinisme. Et en décembre, dans des conditions hivernales, cela devient nettement plus dangereux. Les tempêtes arrivent rapidement, les températures chutent brutalement. Et si vous vous retrouvez coincé en haut de cette face lorsque le temps tourne, il n'y a pas beaucoup d'options pour redescendre en toute sécurité. Ils croyaient comprendre la montagne. Ils prévoyirent de grimper jusqu'au sommet technique de la face nord, puis de redescendre par la voie sud, plus facile, jusqu'au Timberline Lodge. Ils prévoyaient d'aller léger et rapide, ce qui signifie emporter un équipement minimal pour réduire le temps d'exposition au danger. C'était un bon plan, ambitieux mais pas insensé, du genre qu'on attend de la part d'alpinistes disciplinés. Le 7 décembre 2006, Kelly, Brian et Nico ont quitté Portland en voiture pour rejoindre le départ du sentier Cooper Spur, puis ont marché jusqu'à la cabane Tilly Jane à 1740 mètres. C'est là qu'ils ont pris la décision qui les a tous condamnés. Petit détour dans ce train du chaos. Chaque semaine sur Patreon, je partage une vidéo exclusive, une analyse ou une histoire personnelle absente de YouTube. Si tu veux passer derrière les coulisses avec moi, viens rejoindre l'extrême sur Patreon. On se retrouve là-bas, tu vois ? Le plan était de poursuivre ce soir-là et de camper plus haut sur la montagne, vers 2100 ou 2400 mètres. De cette façon, quand ils se réveilleraient le lendemain matin, ils seraient déjà en partie montés, plus près du sommet, prêts à commencer leur ascension technique. Tôt, quand la neige était dure et que la météo était la plus stable. En entrant dans la cabane de Tilly Jane, ils ont trouvé un feu crépitant dans la cheminée. Aujourd'hui, Tilly Jane est un refuge public à 1740 mètres d'altitude, utilisé par les alpinistes avant d'attaquer la face nord. Ce n'est pas luxueux, seulement 4 murs, des couchettes et une cheminée. Mais après 6 heures de marche dans un vent glacial, entrer dans cette cabane et sentir la chaleur du feu laissé par les alpinistes passés plus tôt, ça devait vraiment ressembler à un paradis chaleureux. Et maintenant, ils faisaient face à une décision difficile. Il était déjà 18 heures. S'ils suivirent le plan, ils devraient encore marcher plus d'1 heure dans l'obscurité avant de trouver un endroit pour planter leur tente. Ensuite, ils devront installer le camp dans le froid, se glisser dans leur sac de couchage et tenter de dormir avant de se réveiller à 2 heures du matin. Ils pouvaient commencer l'ascension ou rester ici pour dormir au chaud, profiter d'une nuit complète et repartir reposer le matin. Ils ont jugé raisonnable de rester dans la cabane pour la nuit plutôt que de camper plus haut. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux être très clair sur un point. Ce n'était pas de l'imprudence, c'était de l'inexpérience. 3 alpinistes expérimentés prenaient une décision très logique. Qui préférerait une tente glaciale à un feu de camp chaleureux ou refuserait une nuit confortable avant de se dépasser? C'est ce qui rend cette histoire si troublante. Parfois, la tragédie ne vient pas d'actes insensés, mais survient même quand on agit raisonnablement. Nous y reviendrons. Pendant qu'ils restèrent dans la cabane, ils ont pris une décision conforme à leur stratégie rapide et légère. Ils ont laissé la majorité de leur équipement de survie à Tilly Jane. Sacs de couchage, raquettes et presque toute leur nourriture. Moins ils portèrent de poids, plus ils avancèrent vite. Donc, le vendredi 8 décembre 2006, Kelly, Brian et Nico ont commencé leur ascension depuis la cabane Tilly Jane. Et comme ils étaient restés en bas la nuit précédente, ils ont commencé en retard sur le planning. Des photos retrouvées sur l'appareil de Kelly les montrent sur la partie basse du glacier Elliott, vers 9h30 du matin. En alpinisme hivernal, il faut être tôt en altitude pour éviter la météo changeante de l'après-midi. Ils avaient au moins 2 heures de retard sur l'endroit où ils auraient dû être, mais ils étaient expérimentés, ils étaient forts, et ils s'étaient entraînés pour cela, alors ils ont continué à monter. L'ascension se passait bien jusqu'à ce qu'ils atteignent environ 3200 mètres d'altitude. C'est à ce moment-là que l'un des alpinistes, probablement Kelly, est tombé. Attachés ensemble pour la sécurité, les 3 hommes se sont retrouvés emmêlés et suspendus à la même corde. Je ne peux qu'imaginer la terreur de cet instant. Vous montez régulièrement, concentré sur chaque pas et respiration, puis soudain vous tombez, la corde se tend. Soudain vous vous retrouvez tous 3 suspendus à la montagne, tentant de déterminer qui est blessé et comment rejoindre un terrain sûr. Ils se sont rétablis, ont repris leur route, ont attaché l'alpiniste blessé entre eux et ont continué à grimper.
En atteignant le sommet du mont Hood, ils avaient accompli quelque chose de remarquable. Ils avaient réussi à gravir l'une des voies les plus techniques de la montagne, malgré une chute qui aurait pu tuer les trois. En réalité, cela a presque eu lieu. Mais tout alpiniste sait qu'atteindre le sommet n'est que la moitié du défi. Maintenant, il faut redescendre et c'est là que les choses ont vraiment commencé à mal tourner. Tu te souviens ? Leur plan était de grimper jusqu'au sommet par la face nord, puis de redescendre par le versant sud, qui est beaucoup plus facile. Mais pour atteindre le versant sud, depuis le sommet, il faut trouver une formation rocheuse appelée les portes de perles. C'est le repère qui indique où débute la voie facile quand les conditions sont bonnes. Il suffit de regarder autour, repérer les rochers et aller dans cette direction. Mais au moment où ils ont atteint le sommet, le soleil était en train de se coucher. Les 2 heures de sommeil dans la cabane de Tilly Jane se sont révélées bien plus importantes qu'ils ne l'imaginaient. Leur visibilité devenait de plus en plus mauvaise. La neige commençait à tomber, ils étaient épuisés et ils ne trouvaient pas les portes de perles, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas descendre en toute sécurité. Ils devaient donc décider. La première option était de descendre malgré tout. Choisir simplement une direction et espérer que c'est la bonne, espérer ne pas tomber dans un endroit invisible dans l'obscurité. L'autre option était de s'arrêter, creuser une grotte dans la neige, attendre la nuit et redescendre le matin quand on voit vraiment où aller. Ils ont choisi la deuxième option. À 90 mètres du sommet, ils ont creusé une grotte dans la neige et attendu le jour. Vous comprenez pourquoi ils ont choisi cela. Descendre une montagne inconnue dans l'obscurité totale, sans trouver son chemin, conduit à des chutes mortelles. Attendre d'avoir de la visibilité paraît être la décision la plus sûre, même si ce n'est pas idéal. Mais ce qu'ils ne réalisaient probablement pas, c'est à quel point la météo allait empirer. À ce moment-là, alors qu'ils creusaient la grotte et se préparaient à une nuit qu'ils pensaient inconfortable, un énorme système orageux était en train de se former au-dessus du nord-ouest du Pacifique. Au cours des jours suivants, la vitesse du vent au sommet de la montagne atteindrait 160 km/h avec certaines rafales encore plus fortes. Le genre de vent qui vous renverse littéralement, qui rend impossible de tenir debout, encore moins de grimper. La température allait tomber à moins 40 degrés. Kelly, Brian et Nico ne pouvaient pas le savoir. Ils savaient seulement qu'ils devaient attendre le matin, mais celui-ci arriva sans amélioration du temps. En fait, c'était encore pire. Le vent hurlait devant l'entrée de la grotte, la neige s'accumulait, la visibilité était toujours terrible. Alors ils ont attendu plus longtemps et à un moment donné, on ne sait pas exactement quand. Durant ces premiers jours dans la grotte, ils ont dû prendre une autre décision. Devaient-ils rester ensemble ou envoyer quelqu'un chercher de l'aide ? Ils ont choisi de se séparer. Brian et Nico quittèrent la grotte et essaieraient de descendre la montagne pour aller chercher du secours. Kelly, avec son épaule blessée, resterait sur place et attendrait qu'ils reviennent avec de l'aide. Ils ont hésité un instant. Laisser un ami seul dans une tempête comme celle-ci leur semblait mal, d'une façon qu'aucun d'eux ne pouvait exprimer avec des mots, mais la décision était logique. En théorie, 2 alpinistes en forme avançant vite ont plus de chances de redescendre que 3 épuisés dont l'un est blessé. Descendre, chercher de l'aide, revenir avec une équipe de secours, tout le monde rentre à la maison, c'était logique. C'était le genre de décision que des alpinistes expérimentés prennent tout le temps en situation d'urgence. Ils se tenaient à l'entrée de la grotte, la neige fouettant devant eux, chacun comprenant ce que personne ne voulait admettre. Si la tempête s'aggravait, c'était peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient. Mais ils devaient agir. Ce qui s'est passé ensuite hanterait leur famille à jamais. Dimanche 10 décembre 2006, 15h45, heure du Pacifique à Dallas, Texas, le téléphone de Karen James a sonné. Au téléphone, c'était son mari Kelly, appelant d'une grotte de neige sur le mont Hood, à plus de 3200 km. Le shérif Joe Wampler du comté de Hood River écoutait et coordonnait ce qui allait devenir l'un des plus grands sauvetages en montagne de l'histoire américaine. La voix de Kelly était faible, confuse. Il lui a dit qu'il avait froid, qu'il était mouillé et qu'il se sentait faible. Il a dit que Brian Hall était descendu de la montagne pour demander de l'aide, puis il a ajouté quelque chose d'étrange. Nico Cook était dans un avion, ce qui n'avait aucun sens. Plus tard, des experts ont indiqué que c'était un signe précoce d'hypothermie provoquant de la confusion mentale. Je veux que vous imaginiez être à la place de Karen, juste un instant, la voix de votre mari est au téléphone. À 3200 km sur une montagne glacée, vous l'entendez faiblir à chaque mot, vous savez qu'il meurt. Comment faites-vous pour sembler plein d'espoir alors que vous savez qu'il disparaît ? Karen est restée forte, sans choix. Que dire quand votre mari est bloqué sur une montagne et que vous ne pouvez qu'en parler, impuissant ? Elle a dit « Salut mon chéri, je t'aime. Tu dois être vraiment fort, tu dois tenir bon. »
Le sapin de Noël est tout décoré, il est tellement beau, j'ai hâte que tu le vois. Reste éveillé, d'accord, je t'aime. L'appel a duré 6 minutes et 42 secondes et pendant ces 6 minutes, Karen James a dû dire tout ce qui pouvait le maintenir en vie un peu plus longtemps. Après l'appel, les ingénieurs de T-Mobile ont localisé le téléphone de Kelly toutes les 5 minutes. La triangulation des antennes relais a localisé sa position sur la montagne à un quart de mile près. Plusieurs équipes de recherche et de sauvetage se sont mobilisées immédiatement. Le 304e escadron de parasauvetage de Portland, les Hood River Crag Rats, plus ancienne organisation de sauvetage des États-Unis, fondée en 1926, Portland Mountain Rescue, le bureau du shérif des hélicoptères militaires, et près de 100 sauveteurs pour lancer la plus grande opération de sauvetage en montagne de l'histoire de l'Oregon. Tout le monde savait que Kelly James était vivant dans cette grotte. Il savait exactement où il se trouvait. Il pouvait en voir la montagne depuis le centre de commandement. Comprendre le sauvetage en montagne, c'est réaliser que localiser quelqu'un et l'atteindre sont deux choses très différentes. Le lundi 11 décembre, cette équipe de secours composée de 3 personnes, chacune sont parties avant l'aube. Ces alpinistes expérimentés avaient déjà gravi le mont Hood de nombreuses éguiantes fois. Ils ont tenté d'atteindre la position de Kelly mais ont dû battre en retraite immédiatement. La même tempête qu'il avait piégé avec ses amis auparavant le piégeait maintenant seul. Des vents violents et une neige abondante empêchaient toute montée des sauveteurs, la visibilité étant nulle. Chaque heure comptait. Son corps gelait de l'intérieur. Un membre du secours en montagne de Portland a décrit ce premier jour ainsi. « Je me souviens que nous avions presque aucune visibilité. J'ai pensé que si je ne voyais même pas le sol sous mes pieds, nos chances de trouver une preuve étaient minimes. » Le lendemain, le téléphone de Kelly a brièvement signalé à 22h55. Juste une fois, l'espoir a surgi. Tout le monde surveillait les signaux. Peut-être économisait-il la batterie ou tenait-il encore le coup. Des techniciens du FBI sont venus avec du matériel avancé pour affiner sa position. Alors, les équipes de secours ont réessayé mercredi, mais les résultats étaient toujours décevants. La visibilité était inférieure à 1,50 m. On ne pouvait littéralement pas voir sa propre main devant son visage. Ils ont atteint environ 3000 mètres d'altitude. Ils étaient encore à plus de 300 mètres en dessous de la position de Kelly et ils ne pouvaient pas monter plus haut. Ils se rapprochaient, le temps semblait sur le point de s'améliorer. Ils avançaient, prévoyant d'y retourner jeudi matin, de monter plus haut, voire jusqu'à l'emplacement de Kelly. On espérait vraiment que jeudi serait enfin le jour où ils l'atteindrait. Mais le jeudi matin 14 décembre 2006, tout a changé. Ce qui a frappé le mont Hood ce jour-là était si catastrophique que cela a fait la une des journaux nationaux pour d'autres raisons que le sauvetage. La tempête hivernale massive qui s'était formée au fil des jours est arrivée de plein fouet et s'est abattue sur l'Oregon et l'État de Washington. Sur le mont Hood, le vent a soufflé entre 160 et 225 km/h. Le refroidissement éolien est descendu jusqu'à moins 40 degrés. Plus d'1 million de personnes dans l'Oregon et l'État de Washington ont perdu l'électricité et 18 personnes sont mortes dans la région à cause de la tempête. Alors que le monde en bas affrontait une catastrophe, Kelly James vivait une situation inaccessible aux autres. Sur la montagne elle-même, les équipes de secours ne pouvaient même pas quitter leurs abris. Ils ont tenté d'utiliser des drones thermiques, mais l'eau embuait les lentilles. La neige fraîchement tombée est devenue dangereusement instable. Personne ne pouvait monter au-dessus de 2255 mètres en toute sécurité. C'était l'une des pires tempêtes hivernales de la région depuis des années. Et Kelly James était quelque part en haut de cette montagne, seul dans une grotte de neige à attendre. Vendredi 15 décembre 2006, la tempête continuait. Les secours étaient bloqués à Cloud Capin, refuge historique sur le versant nord du mont Hood. Un sauveteur a raconté que le bâtiment craquait à chaque rafale, prêt à céder à tout instant. Après toutes ces années, 45 cm de neige sont tombés. Personne ne pouvait monter, personne ne pouvait atteindre Kelly, et cette attente était une véritable torture. Le samedi 16 décembre, une accalmie météo est survenue. À 2600 mètres, il faisait moins 15 degrés Celsius. Les vents étaient tombés à 40 km/h, toujours violents mais gérables. 45 alpinistes expérimentés ont entamé l'ascension de la montagne par 2 versants. Un hélicoptère de la garde nationale a enfin repéré des traces menant à une grotte après plusieurs jours. L'espoir semblait réel, mais cet après-midi, des vents de 80 km/h sont revenus. Les équipes ont dû battre en retraite à nouveau sans atteindre la grotte. Ils étaient revenus assez près pour voir où Kelly pourrait être, mais pas assez pour l'atteindre. Dimanche 17 décembre, enfin des conditions parfaites. Ciel bleu, presque pas de vent, des températures proches de 0 au sommet.
Le shérif Wampler a pris la décision de fermer la partie supérieure de la montagne à tout le monde sauf aux opérations de secours, aucun autre alpiniste, rien qui puisse interférer. C'était donc ça, un énorme avion cargo C-130 a survolé le sommet, ses caméras thermiques scrutant la neige. Des hélicoptères Chinook, aussi grands que des bus scolaires, ont commencé à déposer les secouristes sur les pentes supérieures de la montagne. L'un des secouristes était Josh Johnston, réserviste de l'armée de l'air au sein du 304e escadron de Pararescue. Et une fois qu'il a atterri sur la montagne, l'hélicoptère s'est éloigné et le silence est tombé. Il n'y avait plus que lui, la neige et le vent. Il a commencé à avancer, cherchant le moindre signe des alpinistes, puis il a vu des traces. Mais ce n'étaient pas des traces normales. Les vents de force ouragan de la semaine dernière avaient provoqué quelque chose d'étrange. Ils avaient rebalayé toute la neige poudreuse autour des empreintes. Mais la neige tassée, là où les alpinistes avaient à marcher, était restée. On pouvait voir chaque détail, les marques de crampons, les motifs de semelles comme des fantômes figés dans la neige. Les traces le menèrent jusqu'à ce qui ressemblait à l'entrée d'une grotte. Il s'approcha prudemment, puis perça avec son piolet. À l'intérieur, des engrenages jonchèrent le sol. 2 piolets reposaient de là, la corde était découpée. Des sangles d'ancrage d'escalade, des choses étranges à laisser derrière soi volontairement. Et Johnston regarde tout ça en se demandant pourquoi des alpinistes laisseraient-ils leurs piolets derrière eux. N'abandonnez pas vos piolets, c'est un équipement essentiel. Il y a quelque chose qui cloche ici. Il recule puis poursuit sa recherche, avançant 90 mètres le long de la crête et frappant les rochers exposés avec son piolet. En écoutant, il frappait son piolet sur la neige et la roche pour une raison précise. Voyez-vous, quand on frappe de la roche solide, cela produit un bruit sourd et massif. Mais lorsqu'il y a un espace creux dessous, comme une grotte, le son résonne et change. Lors d'un coup, il a entendu un écho creux, signe de quelque chose sous la neige. Alors, il a commencé à dégager l'entrée, frappant la neige compactée avec sa hache pour la briser, la glace qui l'avait enfermée ces 10 derniers jours. Et quand il a finalement réussi à percer et à regarder à l'intérieur, ce qu'il a vu l'a poussé à appeler par radio, immédiatement. Johnston avait trouvé un corps allongé sur le dos dans la petite grotte, la tête sur un sac à dos et les yeux fermés. La personne portait encore tout son équipement d'alpinisme, veste fermée et bottes aux pieds. Et en s'approchant, Johnston a remarqué quelque chose d'étrange. Le bras droit n'était pas posé le long du corps comme on pourrait s'y attendre. Il était tendu loin du corps, étiré vers l'entrée de la grotte. La main était placée délibérément, le gant retiré et posé près du corps. Et l'annulaire était levé, comme s'il pointait quelque chose ou montrait quelque chose. Il y avait une bague à ce doigt, une chevalière avec des initiales gravées dessus. LKJ Kelly James à 15h-29h normale du Pacifique. Le 17 décembre 2006, le shérif Wampler a mis fin à une des plus grandes opérations de sauvetage en montagne américaine. Techniquement, la mission a atteint son objectif, mais pas de la manière dont tout le monde l'espérait, car le corps retrouvé par Johnston était celui de Kelly James. Il était officiellement décédé. Les autopsies ont révélé un fait surprenant, alors que les premiers rapports mentionnaient seulement une épaule déboîtée après la chute de 10 500 pieds. Il n'avait aucun os cassé, aucune blessure invalidante. Il était mort d'hypothermie, la déshydratation étant un facteur contributif. 1 à 2 jours après avoir appelé Karen, avant le froid, Kelly James avait agi délibérément. Il avait retiré son gant par des températures en dessous de 0. Il avait positionné sa main de façon à ce que celui qui le trouverait sache immédiatement qui il était et puisse prévenir sa famille. C'était le dernier acte d'amour et d'attention. Un message silencieux d'un homme conscient de sa fin, qui voulait faciliter la tâche à ceux qui le retrouveraient. Et Brian Hall et Jeremy Cook, partis de la grotte quelques jours plus tôt pour chercher de l'aide dans la tempête. Lorsque les équipes de secours ont finalement atteint le haut de la montagne et ont commencé à chercher, elles ont trouvé quelque chose à environ 120 mètres en dessous de l'endroit où se trouvait Kelly. 2 piolets posés dans la neige ont tout de suite attiré leur attention, car les alpinistes ne laissent jamais leurs piolets derrière eux. On en a besoin. C'est ainsi qu'on s'arrête en glissant, qu'on s'accroche à la glace en grimpant, on ne les lâche pas et on continue près de ces piolets. Une corde coupée en sections suggérait une préparation au rappel. 2 ancres à la neige étaient plantées dans la pente et une plateforme taillée dans la glace pouvait accueillir 2 personnes. Mais en observant mieux, les secouristes ont trouvé 2 séries d'empreintes de bottes, ce qui n'avait pas de sens. Sur des pentes de montagne comme celle-ci, on marche généralement en file indienne, pas côte à côte.
Une personne teste le chemin, s'assure qu'il est sûr, puis la suivante suit exactement les mêmes traces. Mais ces deux-là marchaient côte à côte, comme si l'un d'eux avait besoin d'aide, restait debout en s'appuyant sur l'autre. Vous commencez à comprendre ce qui s'est probablement passé. Brian et Nico ont quitté la grotte, ont commencé à descendre, puis l'un d'eux a eu des problèmes. Peut-être qu'il était blessé, peut-être simplement complètement épuisé après être resté assis dans cette grotte pendant des jours. Dans tous les cas, il avait besoin d'aide. Ils descendent ensemble, se soutenant pour chercher du secours pour Kelly aussi vite que possible. Ils arrivent à cette section et c'est raide, vraiment raide, trop raide pour simplement descendre à pied. On glisserait et on tomberait. Alors, ils se sont arrêtés. Ils ont planté les ancrages à neige dans la pente, ils ont découpé leurs cordes en sections pour pouvoir faire du rappel. Ils ont sculpté une plateforme dans la glace pour s'y tenir. Pendant qu'ils installaient tout, ils se préparaient à se descendre le long de cette section raide. Et puis quelque chose a mal tourné. La meilleure hypothèse est qu'ils ont soit été emportés par le vent pendant qu'ils installèrent le rappel, soit qu'ils sont tombés pendant la descente. Peut-être que les ancrages ont cédé, qu'un a perdu sa prise, ou qu'une rafale de vent à 160 km/h les a soulevés et projetés. Cette partie du mont Hood, la zone qu'ils essayèrent de descendre, est appelée les ravines par les habitants, et elle a une réputation inquiétante. En 40 ans, 13 personnes sont mortes dans cette zone. Nul ne sait ce qui est arrivé à Brian et Nico. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils sont officiellement portés disparus, présumés morts. Dans les jours suivants, des questions ont surgi. Cela aurait-il pu être évité? Aurait-on dû agir autrement? Le shérif Wampler a été direct. Il n'était pas préparé à ce qui est arrivé. C'était une question de temps et d'absence de préparation au cas où. C'est ce qui me rend triste. Mais une tragédie n'est jamais juste une liste d'erreurs à cocher. Il a parlé de l'équipement laissé à la cabane et de leur décision de rester à Tilly Jane plutôt que de camper plus haut. Avec le recul, tous ces choix paraissaient imprudents, mais d'autres les voyaient autrement. Jim Whittaker, premier Américain au sommet de l'Everest, les a soutenus. Il a dit « C'étaient des alpinistes qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils repoussaient simplement leurs propres limites. » C'est dans ces moments-là que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, et honnêtement, je suis d'accord. En examinant les décisions de Kelly, Brian et Nico, ils n'ont pas été imprudents ni négligents. Chaque choix semblait raisonnable à ce moment-là. Préférer le feu chaud au froid glacial, c'est intelligent. Continuer vers le sommet malgré un léger retard reste logique, surtout pour des alpinistes expérimentés et entraînés. Si vous ne trouvez pas votre chemin dans l'obscurité, creusez une grotte de neige et attendez le matin plutôt que de descendre à l'aveugle, c'est plus sage. Envoyer 2 alpinistes valides chercher de l'aide pendant que le blessé attend, c'est exactement ce que le protocole de secours recommande. Ce n'est pas une seule mauvaise décision, mais une suite de choix moins bons qui les a menés à une situation inextricable. Chaque choix paraît sensé sur le moment, jusqu'à ce qu'on réalise leur lien en prenant du recul. Kelly James, Brian Hull et Jerry Nico Cook n'étaient pas des amateurs de sensations fortes imprudents, ignorant des avertissements évidents, ils étaient des alpinistes expérimentés, prenant des décisions raisonnables. Parfois, c'est justement cela qui rend une histoire comme celle-ci si terrifiante. Si cela peut leur arriver malgré leur expérience et compétences, où est à la limite? Comment savoir quelle petite décision change tout? Je l'ignore, mais c'est peut-être ce qui rend ces histoires dignes d'être racontées. Nous nous rappelons que les montagnes n'ont que faire de l'expérience, de la préparation ou des intentions. Seul le timing compte et parfois 2 heures suffisent. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo, restez audacieux et vivez avec courage.